Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 1er mai 2024. On se retrouve avec un Bitcoin à 60 000 $, moins 5% sur les dernières 24 heures. Un Ether qui bataille avec les 3 000 $ à moins 5,45. Et c'est globalement la quasi-intégralité du top 50 qui est dans le rouge aujourd'hui, avec moins 10% par exemple pour NIR Protocol, moins 8% pour Uniswap. On a moins 15% pour Stacks à la 25e place, moins 6, moins 10 pour Render et PP, moins 4,36 pour Immutable X, moins 8 pour VeChain, BitTensor qui est à 373 $, 36e place, moins 5% et qui est désormais à moins 25 sur la semaine et sur le mois, moins 17% pour Arweave à la 45e place, 30 $, et enfin on clôture le top 50 avec Celestia, Core et Lido, Lido qui est à 1,90 $ actuellement et en recul de quasi 11%. La map de liquidité qui est venue grappiller, ronger légèrement les 59 000 $ en bas. Au nord, eh bien, on pourrait venir sans trop forcer recoller finalement avec les 66 à 72 000 $, puisque le gros commence à 74 avec un pic qui aujourd'hui culmine à 77-78, et ensuite on a des ordres malgré tout qui attendent jusqu'à 100 000 $ et plus, ce qui fait que quelque part on a quand même pas mal d'intervenants au marché qui aujourd'hui se projettent dans les prochains mois, les prochains trimestres sur une liquidité qui pourrait être tout simplement décalée petit à petit en direction effective des 80 à 100 000 $, sous couvert bien entendu de ce qui va se dérouler en 2024 et jusqu'à 2025, puisque là aussi, eh bien, pour le moment, on a quand même aux États-Unis une certaine préoccupation quant à l'inflation qui pourrait avoir un petit début de rebond, et la Fed qui n'a toujours pas prévu de pivoter. Et si j'ai bien suivi, il y avait également du côté du Japon récemment où il y a un move un peu qui a été voilà, pas très bien interprété par les marchés, d'autant plus qu'en ce moment on avait quand même une certaine crise d'un point de vue géopolitique. Donc ce qui fait que aujourd'hui, ce 1er mai 2024, nous avons toute cette problématique dans un premier temps de la liquidité disponible au marché, et je pense que c'est le maître mot en ce moment, liquidité. On y reviendra peut-être dans un instant. Il y a également la problématique géopolitique qui, ça, voilà, tout peut arriver du jour au lendemain, mais on ne le maîtrise pas du tout. Donc il faut le prendre en considération dans l'équation sans pour autant se mettre un frein à l'investissement, sinon on ne fait absolument plus rien. Et le dernier détail qui pour nous, pour les cryptos, pèse un peu plus que parfois sur d'autres marchés, ça reste un marché qui est considéré comme à risque, ce qui fait qu'actuellement quand on donne notamment sur les bonds des taux qui sont extrêmement hauts et du coup très avantageux pour les participants, pourquoi aller s'embêter à aller chercher du risque supplémentaire quand on a l'argent pur et dur qui est rémunéré 4-5% voire plus. On est peut-être même à 5,50 selon les annuités au niveau des taux et de la durée de ces derniers. Donc c'est vrai que quand on regarde tout mis bout à bout, on avait quand même au niveau du marché crypto les fameux 6-7 mois de hausse consécutifs. On est passé de 15 000 $ à 75 000 quasiment. Ça n'était pas rien. Des bonnes grosses bougies vertes comme on l'avait vu en 2021. Après, est-ce qu'on peut estimer que le bull run est terminé ou quoi que ce soit qui irait dans ce sens? Là, pour l'instant, non. Mais voilà, c'est là où on est confronté à toute cette problématique de liquidité qui, en 2024, espérons-le, pourra à un moment donné finir par trouver une certaine détente, puisque actuellement on n'est pas trop dans cet état de fait, et c'est pour ça que c'est déjà un petit miracle qu'on ait eu autant de pré-spéculation sur le Bitcoin, probablement dû à cette fameuse approbation en janvier des ETF spot, avec énormément de liquidité quand même qui est revenue sur le marché crypto aujourd'hui. Et d'un autre côté, est-ce que à ce jour, on a besoin de tant de liquidités que ça pour faire bouger le marché crypto? Pour rappel, en 2018, il y avait Willy Woo qui avait repris une étude de Cambridge, si je ne dis pas de bêtises, où on avait effectivement en 2018, au moment du bear market, à peu près un ratio de 1 pour 2,8 dans ces eaux-là. C'est-à-dire $1 d'argent réel qui rentrait sur le Bitcoin à ce moment précis pouvait faire décaler de quasiment d'un ratio de x3 par rapport à son market cap. Et en fait, aujourd'hui, quand on prend en considération qu'on a quasiment plus aucun BTC disponible sur les échangeurs centralisés, Ether ça en prend la bonne voie. D'ailleurs c'est plutôt bull pour Ether puisqu'on a de plus en plus d'Ether qui sont stakés pour les validateurs, etc. Alors on n'en voit pas encore le bout du tunnel d'un point de vue du prix, et notamment quand on compare face à Bitcoin, il est extrêmement dégradé, en tout cas pour l'instant en apparence, mais d'un autre côté on a quand même les signaux on-chain qui sont plutôt positifs, et donc aujourd'hui tout ce que attend le marché crypto aussi, c'est d'avoir une détente monétaire et
ait moins de restrictions globales sur tout ce qui a été initié, et notamment par rapport à la Fed depuis bon nombre de trimestres désormais. Je ne sais pas si ça arrivera en 2024 ou en 2025, mais en tout cas pour l'instant, tant que le cash est autant rémunéré, bien entendu que le marché crypto devient bien moins attractif. Donc là on est de retour de nouveau autour de 60 000 $. Hier on a méché même les 59 000, probablement même au cours de cette nuit. On a le petit support intermédiaire si ça lâche autour de 55 à 57, et ensuite la belle zone de travail qu'il y avait à l'époque entre 48 à 52 000 $, et j'y viens dans un instant par rapport au post que j'ai proposé hier sur Twitter. Le Crypto Fear and Greed qui est enfin de retour sur la neutralité, on n'est plus ni dans l'euphorie ni dans l'extrême euphorie, ça permet de poser les choses, et historiquement aussi parlant, l'été, la période estivale est une période plutôt creuse. On voit qu'on a des ordres d'achat ce matin qui sont massés du côté de Binance entre 57, 58 à 59, 60 000, mais ce sont des ordres qui apparaissent, disparaissent, donc c'est probablement aussi fait un peu pour jouer le jeu du chat et de la souris et pour essayer de faire bouger les lignes de cette fameuse liquidité. Quand on regarde au niveau du CBBI Score, c'est un chart qui est censé nous donner, en fonction de bon nombre d'indicateurs qui sont agrégés finalement, le sentiment au moment où justement on était à 74 000 $ et où on avait un score de confiance de 81 sur 100 pour un top potentiel de marché, sachant que par le passé on a atteint des scores jusqu'à 98, voire ici 100 au moment de décembre 2017. Donc pour l'instant c'est un peu finalement, si on regarde ce qui s'est passé notamment en 2019 avec quelque chose d'un peu plus appuyé, puisque on avait effectivement eu les ETF spot qui sont venus alimenter ce narratif et cette hyper spéculation, un cycle qui ressemblerait un peu au cycle précédent de 2019, ensuite 2020, 2021, ce qui repousserait là aussi pas mal l'échéance, à minima sur cette fin d'année 2024, si l'on doit se projeter sur une continuité de cette hausse, et pourquoi pas sur le premier trimestre 2025, avec une terminaison de ce cycle, s'il respectait les cycles tels qu'on les a connus jusqu'alors, plutôt à l'automne 2025, donc on repart de nouveau pour un an et demi. Après, il y a toujours la possibilité, effectivement, et ça il ne faut pas complètement l'occulter, et ça ne ferait plaisir à personne, que ce cycle finalement ait été drivé très frénétiquement et de façon raccourcie par les fameux ETF spot, et que maintenant on manque un peu de jus d'un point de vue des narratifs justement pour relancer la machine, ce qui nous conduirait à avoir peut-être pas un gros bear market comme on l'a eu en 2022, puisque effectivement on n'a pas poussé justement au-delà ou beaucoup au-delà de l'ancienne ATH, on est tout juste venu le chercher, le franchir un petit peu et immédiatement on a réintégré la zone des 70 000 $, mais pour l'instant ça laisse quand même se poser pas mal de questions quant au devenir justement de l'ensemble des cryptos pour cette année 2024, et surtout quand on peut observer que oui, la liquidité n'est pas là pour alimenter ou suralimenter les altcoins. On a vraiment eu là de l'argent qui s'est répandu essentiellement du côté du Bitcoin, et quand on observe les altcoins face au BTC, la plupart du temps, même sur des alts qui ont fait des remontadas express, on est quand même assez dégradé face au BTC. Donc comme le mettait en avant les chiffres des États-Unis, The Kobeissi Letter, c'était il y a 5 jours, on avait le GDP qui était attendu à 2,5%, on est à 1,6%, donc on a un ralentissement au niveau de la croissance, au niveau de tout ce qui pourrait être mesuré en termes de PIB, etc. aux États-Unis. Donc c'est le fameux serpent qui se mord la queue dont on parlait précédemment depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois désormais, du fait que l'action de la Fed, si elle est maintenue trop longtemps, dessert finalement le propre enjeu qu'ils veulent viser d'avoir une inflation autour de 2%. Alors ils peuvent y arriver, ils peuvent rester cantonnés sur leur plafond là où ils sont pendant des mois, des trimestres supplémentaires jusqu'en 2025, mais il arrive un moment où pour aller chercher la fameuse inflation target des 2%, ils vont mettre à mal l'intégralité de leur économie, et une fois le ralentissement économique, voire la récession totalement actée, bien entendu que c'est déjà trop tard. Donc je pense qu'on va avoir les lignes bouger d'ici les prochaines semaines, probablement l'automne. Peut-être que ça va les forcer à pivoter un peu plus rapidement que ce qu'ils le pensent, et en tout cas avec le nouveau président, etc. des États-Unis à l'automne, ça risque d'accélérer un peu les choses. On a CZ donc qui hier a été condamné à 4 mois de prison aux États-Unis. Alors c'est une peine qui est plutôt clémente, je pense, au vu des 3 ans qui avaient été requis à son encontre, et ça va lui permettre de tourner cette page et de continuer à participer de près ou de loin
loin à l'industrie, puisque aujourd'hui, bien entendu, je pense qu'il ne se remettra pas CEO à la tête ni de Binance ni de quoi que ce soit, mais il part quand même la tête haute et il continuera d'être là, je suppose, avec, n'oublions pas, plus de 40 milliards, je crois, de fortune personnelle. Donc les 4 mois de prison, je ne sais pas s'il va les faire, si ça va être en mode assignation à résidence, bracelet électronique comme ils le font aux États-Unis, etc. Mais en tout cas, c'est peut-être un moindre mal et un pied de nez aussi par rapport aux fameux 4 qu'il mettait partout sur les réseaux sociaux, puisque là aussi, je crois qu'il a payé 4 milliards de dollars de dédommagement par rapport à tout ce qui lui était reproché. En tout cas, pas par rapport à lui personnellement, mais par rapport à l'entité de Binance. Et là, les 4 mois de prison, c'est presque un troll qui a été fait, je pense, de la part des juges. Enfin, c'est assez marrant finalement. Donc voilà pour la clôture de ce chapitre, mais malgré tout, il y a d'autres chapitres qui restent ouverts, et notamment tout ce qui s'est passé récemment autour de Samurai Wallet et bien d'autres qui sont en train de se faire rattraper par le callback, et notamment aux États-Unis qui en ont extradé certains depuis des zones EU, etc. Donc c'est un peu flippant ce qui est en train de se passer en ce moment aux États-Unis, qui jouent vraiment leur rôle de shérif mondial pour la crypto, et qui, dès lors que on veut un semblant de privacy en fait au niveau des wallets, des transactions ou tout ce qui s'ensuit, ils considèrent ça systématiquement comme de l'abus, comme du blanchiment, et donc les personnes qui sont à la tête de tout ça vont directement par la case prison sans passer par la case je récupère les 20 000 comme au Monopoly. Donc c'est un peu flippant, je pense que c'est le mot, ce qui est en train d'arriver là-bas. Je pense que c'est aussi quelque chose qui appuie en ce moment un peu sur les cryptos et qui renforce ce mood qui, il est vrai, quand on regarde la timeline un peu Twitter en ce moment, est de nouveau extrêmement pessimiste. Donc on va voir, comme je le disais hier dans ce post, si la fameuse zone des 59-60 000 dollars va tenir, puisque au-delà d'être un support tout à fait logique d'un point de vue du prix et d'un point de vue de l'analyse technique, on a également pas mal de soutien entre 58, 59, 600 autour de l'analyse on-chain. Alors l'analyse on-chain, pour ceux qui n'y bitent absolument rien, en gros on peut observer le comportement des gens, des achats, des ventes, des cohortes comme on les appelle, c'est-à-dire des tout petits portefeuilles, des portefeuilles les plus récents, des portefeuilles plus anciens, les très gros portefeuilles, 10 bitcoins, 100 bitcoins, 1000 bitcoins, etc., les échangeurs. Et en fonction de ça, on arrive à peu près à savoir où sont les intérêts de chacun. Donc aujourd'hui, on a quand même pas mal d'intérêts sur la zone des 60 000. Il y a également l'autre côté du spectre qui est pour moi le plus intéressant aussi à cumuler finalement avec l'on-chain, c'est le coût électrique de minage d'un bitcoin, puisque aujourd'hui, quand on se réfère à la création monétaire d'un BTC, c'est tout simplement son coût électrique industriel et on va dire d'infrastructure, puisqu'il y a aussi du personnel et pas mal de coûts de machines qu'il faut payer au travers du temps, etc. N'oublions pas qu'il passe des contrats la plupart du temps pour des années avec des prix avantageux quand ce n'est pas des barrages hydroélectriques, des sources géothermique ou tout ce qui va bien, puisque petit à petit, malgré les gros titres des journaux, on va vers un minage de BTC qui est de plus en plus vert au travers du temps. Et donc, on avait Marathon qui, souvenez-vous, il y a 15 jours, 3 semaines avant le halving, avait estimé le coût de revient post-halving, donc après le halving, de 43 000 dollars pour un bitcoin. Récemment, je suis tombé sur des graphiques pas mal affûtés. Je les ai pas partagés là, puisque j'étais sur mon téléphone hier, et d'ailleurs, il y a pas mal de redites au niveau de ce post. C'était pas super bien écrit finalement. Quand je me suis relu derrière, j'aurais pu faire un truc un peu plus quali, mais c'était pour transmettre aussi ce message et pour vous donner l'information. En gros, on a une fourchette aux États-Unis ces derniers jours qui était entre 41 000 dollars pour le prix de production le moins cher à 74 000 dollars pour les fermes qui sont peu industrialisées et qui ont des machines plus vieilles, qui consomment plus et qui donc leur coûtent plus, ou tout simplement un prix qui n'a pas été négocié au niveau de l'électricité. Donc 74 000 c'est vraiment le max du max, on ne va pas considérer ça dans notre équation. Par contre, tout ce qui se passe entre 40 et 50 plus, on va dire 50-55, ça c'est intéressant puisque c'est la médiane, c'est la moyenne.
semaine. Et donc par rapport aux 43 000 $ que escomptait Marathon post-halving, pour rappel, c'est ce que je viens de dire à l'instant, ils ont miné ces derniers jours en réalité à 53 000. Pourquoi ? Puisque la difficulté n'a quasiment pas décroché. On a eu un tout petit ajustement à la baisse au moment justement de l'après-halving, mais immédiatement ça a rebondi derrière. Alors c'est pas sûr que ça dure. Pour l'instant, on n'a pas de capitulation de mineurs quand on observe le hash rate, mais bien entendu que s'il n'y a plus que 1, 2, 3 fermes profitables aux États-Unis, dès lors qu'on a un prix qui peut-être reviendrait justement, on va dire, tirer tout ça, tirer sur l'élastique autour de 55 000 $, voire peut-être 48-50 000 $. Là aussi, je ne dis pas que ça va arriver, qu'on va revoir le Bitcoin à 48, 50, 55, mais c'est quelque chose qui ferait sens pour entraîner une multicapitulation du marché et pour ceux qui sont déjà complètement sur les dents avec un Bitcoin à 60 000 et pour venir chercher également l'industrie minière. Donc ça aurait un double avantage ou un double bénéfice pour une giga maxi capitulation. En tout cas, pour l'instant, quand on regarde côté analyse technique et order flow, les 59-60 pourraient conduire à un sell-off supplémentaire, une vente, une panique. Pour le moment, ça a l'air de tenir, mais quand on regarde en mensuel, c'est clairement pas reluisant, en tout cas pour le court terme. C'est dans ces moments-là, quand on est plein de doutes aussi, que le marché crypto peut prendre le contre-pied, nous imprimer une bougie, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la map de liquidité, et nous ramener manu militari autour de 70 000 $ et dans le même laps de temps, faire un énorme short squeeze pour ceux qui sont en train d'empiler des shorts. Et donc, si on mitige toutes ces données, eh bien, d'un point de vue théorique, si on nous propose dans les prochaines semaines ou mois au cours de l'été un Bitcoin entre 48,50 et 55 000 $, ça sera probablement son juste prix entre gros guillemets du post-halving par rapport à la production des États-Unis qui aujourd'hui représente, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais on a à minima sur du 50% de la totalité du mining mondial et je sais pas si on n'est pas sur du 70, 75, peut-être même plus désormais, à vérifier. Là, je vous dis ça de tête parce que je suis pas repassé dessus récemment, mais on est vraiment sur une majorité qui désormais, depuis le ban qui s'était opéré il y a quelques années du côté chinois, a transvasé tout simplement vers les États-Unis ou d'autres pays au travers du globe, mais les États-Unis ont récupéré une bonne partie du mining mondial global. Donc les objectifs ensuite, sous couvert que la géopolitique et le macro ne s'enveniment pas et que la Fed finisse par pivoter pour nous offrir un peu de liquidité au marché finalement, puisque la Fed, c'est pas juste de monter les taux, c'est aussi du QT, c'est-à-dire quantitative tightening, où en gros ils enlèvent aussi de la liquidité au marché, alors qu'ils faisaient l'inverse, rappelez-vous, au moment du crack Covid en 2020, inondation absolue telle qu'on l'avait jamais connue sur les marchés, pour permettre tout simplement à l'économie de supporter le choc qu'elle était en train de subir. Et donc là, si on en venait à des étoiles qui s'alignaient un peu mieux pour nous entre fin 2024 et 2025, qui là aussi historiquement sont des moments, l'automne et le premier trimestre de l'année qui suit, plutôt positifs en général pour le marché crypto. On visera dans un premier temps les 70-75 000 $ avec le nouvel ATH, d'ailleurs qui n'est pas tout à fait à 75 000 $, 74 000 et des brouettes, et ensuite on visera la fameuse target, le contrôle psychologique des 100 000 $, période à laquelle, un peu avant, un peu après, franchissement, pas franchissement, il faudra être bien observateur du comportement de marché à ce moment-là. Est-ce qu'on est en pleine bourre, en pleine euphorie et on peut aller chercher 110, 120, 130, 150 pour les très optimistes? Personnellement, à 100 000, je pense que j'aurais déjà pris pas mal de profits et surveiller dans le même laps de temps la Bitcoin dominance pour la rotation vers les altcoins, puisqu'on voit que depuis la remontada express du Bitcoin et l'approbation des ETF sur ce dernier en janvier de cette année, on a eu malgré tout des beaux rattrapages sur certains altcoins, mais une majorité est restée hackée. Et quand on fait des sondages au niveau de la crypto-communauté francophone, il y a beaucoup de gens qui sont uniquement sur des altcoins, pas forcément en plus des gros dossiers. Donc aujourd'hui, ça continue de coincer pour toute une population qui finalement se retrouve un peu entre le marteau et l'enclume, avec un Bitcoin qui est extrêmement fort et d'un autre côté, pas assez de liquidité qui est revenu sur le
marché global pour apporter ce sursaut qu'on peut qualifier sans avoir l'intégralité des fonds sur Bitcoin qui vient se déverser sur les alts, mais la fameuse alt season, on a besoin aussi de liquidités qui viennent de l'extérieur et pas que ce vase communicant au niveau du BTC vers les alts. Dernier point au niveau du timing, donc je ne vais pas me répéter, mais entre l'automne 2024 et le printemps 2025, sachant que si ça prenait vraiment son temps, on pourrait pousser même jusqu'à l'automne 2025. On avait Checkmate qui finalement nous faisait un très bon résumé de ce qui est en train de se passer ici par rapport au sell pressure, et on avait donc l'analyse on-chain qui démontrait que dès lors qu'on a franchi, je crois d'ailleurs c'était même des 30-40 000 dollars et ça s'est accéléré 50, 60, 70 000 dollars et plus, on avait beaucoup de whales qui étaient en train de décharger et c'est exactement ce qu'on a pu constater sur les cycles précédents. Là en gros il faisait un résumé pour dire que on en était même à moitié moins de ce qui avait été déchargé pour un état similaire sur les rallyes précédents autour du halving. Donc pour lui on est tout à fait dans les clous de ce qui s'est passé précédemment, et si ce n'est que voilà, on est quand même sur un truc assez conséquent quand on est venu chercher les fameux 74, quasi 75 000 dollars quand on regarde ce qui s'est passé sur les tops précédents. Après c'est probablement un top intermédiaire, mais c'était bel et bien un top local. Je sais que quand j'avais dit ça au moment où Hanouna notamment était en train de chill pendant demi-heure sur TPMP, les cryptos, on s'était un peu foutu de ma gueule à ce moment-là, mais voilà, force est de constater que je crois que c'était le jour parfait du top local de marché. Ça veut pas dire que c'est voilà, TPMP ou quoi que ce soit qui a déclenché le top des cryptos, mais c'est un sentiment à ce moment-là qui est extrêmement euphorique. Tout le monde qui appelle le Bitcoin à 200-300 000 dans quelques semaines, et bien entendu les médias qui en font les gros titres, des médias mainstream à heure de grande écoute et qui finalement nous confortent dans cette opinion que à court terme tout est en surchauffe. Et d'un point de vue on-chain, au même instant, quand on avait le BTC à 70-75, n'oublions pas qu'on avait 100% des bitcoins qui étaient en gain à ce moment-là. Même si on l'avait acheté à 70, quand il était à 74, on était en gain. Donc c'est quelque chose qui finalement est un peu cruel pour les nouveaux arrivants qui achètent à chaque fois bien trop tardivement et qui démontre, si on avait besoin de s'en convaincre, que le marché continue de fonctionner tel qu'il l'a toujours fait, avec justement cette cyclicité qui a tendance à se déclencher bien tardivement, bien on va dire sournoisement aussi pour justement ces derniers entrants, et qui en décourage plus d'un, puisque là aujourd'hui je pense qu'on est revenu de nouveau ou pas très loin à des métriques au niveau des réseaux sociaux, de YouTube, etc., des consultations des vidéos qui sont similaires un peu à ce qu'on avait au moment du bear market. Donc si cet été on peut avoir un marché réellement mou mais qui dumpe pas vraiment, ça nous permettra de faire la transition peut-être heureuse vers l'automne. En tout cas c'est à peu près comme ça que j'essaie de me le représenter, sous couvert comme d'habitude qu'on n'est pas voilà, quelqu'un qui lance un missile ou que sais-je, et là je pense que les cryptos seraient les dernières de nos préoccupations. On a eu de très bons résultats du côté de Amazon, mais pas que, puisque je crois que Google et Microsoft aussi se font la part belle, et on continue pour les deux que je viens de citer d'avoir également le travail autour de l'IA. Amazon c'est différent, mais ils ont une très bonne croissance et des chiffres qui sont extraordinaires, et donc l'action Amazon qui a pris plus 5% after hour. On termine avec The Rational Route qui disait que le rallye est similaire à ce qui s'est passé en 2019 avec ensuite 2020-2021 tel qu'on l'a connu, à ceci près que quand on cumule, puisque là lui c'est le supply qui est détenu par les long term holders, au fait qu'on manque un peu de liquidité à court terme, c'est ce qui fait que on a eu l'étincelle là en 2024 qui aurait pu littéralement mettre le feu aux poudres, et quelque part c'est déjà un peu ce qui s'est passé au niveau du BTC. N'oublions pas la performance extraordinaire qu'il a faite. On est malgré tout ce qui s'est déroulé d'ailleurs encore aujourd'hui à 60 000, donc c'est le signe aussi que on a un peu cette main invisible, en tout cas pour l'instant, qui maintient le cours là où il est, donc c'est pas si dégueulasse que ça. Mais pour passer à l'étage supérieur, pour ajouter des centaines, des milliers de milliards au marché crypto, il faudra bien entendu une détente d'un point de vue global, d'un point de vue de la liquidité. Et quand on voit qu'il y a eu le lancement là du côté de Hong Kong des ETF BTC et ETH, ça a été une autre déception, et c'est peut-être aussi, j'essaie voilà, de trouver des cheminements de pensée, ce qui a appuyé un petit peu au niveau du cours là ces dernières 24 heures. On n'avait qu'une dizaine, peut-être 15 millions qui ont été exécutés le premier jour, quand il y a eu voilà, plusieurs
centaines de millions, voire milliards dès le premier jour exécutés sur les ETF spot du côté des États-Unis. Donc ça ne veut pas dire que Hong Kong ne va pas devenir aussi à son tour petit à petit un certain hub pour cette entrée. Ça veut juste dire qu'à court terme, effectivement, les cryptos sont toujours considérés comme parfois un peu un aspect tech et lié souvent au Nasdaq ces dernières années, et également comme un actif à risque qui pour l'instant est considéré en tant que tel avec plus un refuge vers le cash, on l'a vu récemment avec le DXY qui pump, que d'aller immédiatement se risquer alors qu'on leur rémunère du 5% et plus sans prendre le moindre risque. Donc dans ce monde de liquidité affaiblie et malgré tout d'un marché crypto qui au travers du temps devient à la fois un peu plus illiquide chaque année qui passe puisqu'on a de plus en plus de BTC qui sont détenus, perdus, etc. mais également un peu plus liquide puisqu'il y a plus de participants au marché. Donc c'est finalement difficile à jauger sur le long terme de est-ce que le marché crypto devient plus liquide ou illiquide. En tout cas aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de 2018, comme je vous disais tout à l'heure, 1 dollar pouvait faire bouger de quasi 3 le market cap du BTC. Aujourd'hui, sur les dernières itérations que Willy Woo avait mises en avant il y a quelques mois, si je ne dis pas de bêtises, on était plutôt sur un ratio qui pouvait aller de 5 à 8, voire de 10. Ce qui veut dire qu'au travers du temps, à la fois le dollar, on avait besoin de s'en convaincre, perd en pertinence d'un point de vue de ce qu'il vaut en tant que valorisation monétaire, mais également au niveau du marché crypto, plus le supply d'un actif s'assèche, comme c'est le cas sur Bitcoin et comme c'est désormais le cas sur Ethereum qui en plus en burn un petit peu à chaque fois qu'il y a une transaction depuis le IP 1559, ça nous permet effectivement d'avoir un véritable choc de liquidité, mais qui d'un autre côté laisse quand même un peu sous-entendre que plus tard, si tout le monde détenait ses BTC en échangeant que le strict minimum au quotidien, ça pourrait créer là aussi des décalages de plus en plus importants et ça remplirait pas tout à fait le rôle de statut de monnaie en tant que tel. On irait plus un peu comme le gold finalement vers de la réserve de valeur à un horizon de temps de plusieurs années où on le sortirait qu'en cas d'extrême nécessité. En tout cas au niveau du crypto total, 2160 milliards. On est sur un petit support intermédiaire autour de cette zone 2150, on a la moyenne mobile 20 qui est autour de 2046 milliards et le 0,382 du grand retracement de tout ce mouvement se trouverait à 1963 milliards, sachant que au nord on visera plus tard effectivement les 3000 milliards que constitue l'ATH du pic de novembre 2021. On a le 1,618 qui est autour de 4400 milliards et le 2,618 qui est autour de 6700 milliards. Je vise pas plus pour ce cycle puisque ça donnerait finalement un BTC à 100 000 qui cumulerait à lui seul en termes de capitalisation autour de 2000-2200 milliards et ça laisserait approximativement de nouveau un 2000 milliards ou plus en fonction d'eux pour avoir un roulement du côté des alts ou du moins les alts qui à eux tous cumuleraient autant que le BTC. Après voilà, ça reste des projections là qui sont faites totalement au doigt mouillé mais c'est à peu près l'idée que j'essaie de m'en faire et là aussi sur un horizon de temps d'à peu près une année. D'un point de vue purement technique aussi, on a le RSI qui commence à bien purger, on est à 58-59 en hebdo, le momentum du stochastique qui est très bas et qui pourrait s'apprêter à croiser, donc dans le meilleur des mondes, on tient les 60 000 $ pour cet été, mais je vois pas comment on va pas tenter l'excursion pour aller visiter un peu toutes ces liquidités qui attendent au sud avant de pouvoir repartir un peu plus proprement au nord. Et on voit qu'au niveau du MACD, on a imprimé donc le premier histogramme négatif, tandis que quand on regarde les bougies de vente, on est quand même depuis début mars, mi-mars sur des bougies rouges. Si on fait abstraction du 25 mars ici où on avait eu un rebond technique, on serait désormais sur pas loin de 2 mois de baisse quasi d'affilée, un peu comme on l'avait eu ici en 2022, et sachant que quand on regarde un peu plus loin, c'est quelque chose qu'on n'avait pas non plus eu au moment de, si peut-être ici. Si on prend 2019, on voit qu'on avait eu voilà, début septembre dans le vert, octobre également, mais en gros on était sur 2 mois, presque 3 ici de correction, où pareil on avait eu quelque chose de très pentu. On avait eu le crack Covid derrière où on aurait pu repartir direct en bull run s'il n'y avait pas eu ce truc là, et derrière on a eu l'impression monétaire à gogo, V-bottom, et voilà, c'était multi-marché dans tous les cas, avec du volume qui était rentré et le gros du volume qui avait été exécuté entre janvier 2021 et le pic de mai 2021, puisque quand on
on regarde la réciproque là aussi d'un point de vue du volume pur et dur ou du RSI qui était déjà beaucoup plus bas que le RSI du premier trimestre 2021, effectivement la réciproque de l'automne, quand bien même on avait fait un nouveau point haut, était quand même déjà annonciatrice d'une phase de distribution à venir, mais ça par la suite on ne le constate qu'une fois que malheureusement le match est fait, et c'est quelque chose qui est très difficile d'un point de vue psychologique puisque on a tendance à se rassurer un peu comme ce qu'on faisait récemment quand on passe sur le BLX comme ça et qu'on regarde en mensuel, voire qu'on le met en non logarithmique. On a des bougies qui sont complètement folles si on enlève par exemple celle-ci. Là, au moment où on était en mars 2024, tout le monde disait ça y est, le Bitcoin à 200 000, le Bitcoin à 300 000, ça va plus jamais retracer, les institutionnels sont là, BlackRock va nous sauver, enfin les mêmes coins nous donnaient des conseils, on était ceux qui avaient jamais rien compris au marché crypto. Enfin voilà, on était en train de cocher absolument toutes ces cases-là, et pour autant, est-ce qu'on a tous pris nos jambes à notre cou au moment où on était à 70-74 000 ? Bien entendu que non, puisqu'on se fixe systématiquement des objectifs qui sont plus hauts. Et c'est là où on se fait à chaque fois piéger, moi le premier, bien entendu, c'est qu'à chaque fois, au moment où on a tous les signaux qui sont au rouge, qu'ils sont juste là sous nos yeux, mais que à contrario, les réseaux sociaux et tout l'entourage est full bullish, que tout le monde vous dit que ça va faire que monter, etc. C'est très difficile de sortir les rames et de nager à contre-courant pour se dire « Ok, je commence à sortir une bonne portion de tout ce que j'ai gagné en 2024. Je ne sais pas si on ira à 100 000 $. » Et donc, sur ce postulat d'incertitude, tout en ayant eu des bougies et des bougies mensuelles complètement frénétiques à la hausse, bien entendu qu'il vaut mieux, comme on le verrait sur, je sais pas moi, du Amazon, du Tesla, du Google, du Apple, à partir du moment où on commence à avoir comme ça des mois de hausse consécutifs, bien entendu que derrière, il faut prendre des profits, peu importe l'avis de monsieur tout le monde sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est très difficile, même avec les années d'expérience et tout ça, de se détacher de ça et de se détacher du mood global à ce moment-là pour se dire, ok, tout le monde est trop chaud là de suite, il vaut mieux se désexposer un petit peu pour respirer de son côté et ensuite voir comment ça se passe. Et là, c'est typiquement ce que c'est en train de nous prouver, avec là aussi, malheureusement, une bougie pour avril 2024 qui clôture en tout cas sous les corps de bougie du top de l'automne 2021. Donc, je ne sais pas jusqu'où on pourra retracer justement sur ce cycle, mais c'est quelque chose à prendre en considération pour les prochaines itérations, si je puis dire, de ce qu'il arrivera plus tard, à partir du moment où on est en train d'essayer de nous rassurer par rapport à ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui me conforte à dire que de la même façon qu'on accumule de façon tout à fait périodique et rationnelle quand on est à plat ici, dans une période de range, dans une période resserrée, quand il n'y a plus grand monde qui en parle, il faut distribuer tout le long pendant qu'on a une grosse période comme ça de montée. Et d'un autre côté, je suis tout aussi partisan que vous de dire que j'espère qu'un jour on verra un Bitcoin à 100 000 $. C'était déjà notre objectif au moment de 2021 quand on était à 69 000. On n'était pas si loin des 80-100 000. C'était encore plus notre objectif quand on était à 74 000. On était encore plus près des 100 000. Mais la question qui devrait demeurer pour n'importe quel investisseur crypto ou même qui irait s'exposer à d'autres marchés, c'est à partir de quel moment je prends des décisions importantes pour mon portefeuille et pour la conservation et préservation de ce dernier, à partir du moment où le marché ne me donne pas ce que je veux et peut-être que même sur ce cycle, il ne nous donnera pas les fameux 100 000 $. Donc ça, voilà, c'est le petit fusible à garder dans un coin de sa tête. En tout cas, aujourd'hui, on a la moyenne mobile 20 pour le Bitcoin qui est autour de 55 800, le 0,382, retracement Golden qui est autour de 51 600. Et voilà, on va voir comment ça va se matérialiser cet été. Mais finalement, la respiration telle qu'elle est en train d'être faite, c'est dû à différents facteurs comme on vient de le voir, premièrement. Mais deuxièmement, c'est dû aussi au fait que pendant 6-7 mois, on a poussé frénétiquement au niveau du BTC et il y avait besoin, tôt ou tard, de digérer cet excès de confiance, cet excès d'optimisme, en espérant repartir sur quelque chose d'un peu plus organique derrière, puisque là aussi, je me demande quel sera le narratif suffisant pour la suite pour essayer de relancer cette machine à l'automne 2024, pourquoi pas. Les alts qui sont en train de travailler le 0,382, 946 milliards
où arrive la moyenne mobile 20, c'est extrêmement propre. On verra là aussi si on a besoin de descendre un peu plus bas. En tout cas, les oscillateurs sont en train de travailler à la baisse. On a 610 milliards pour le crypto total 3 qui est également sur le 0,382 moyenne mobile 20. Donc d'un point de vue technique et chartiste, on est plutôt pas mal aligné pour absolument tout. La question c'est, est-ce que Bitcoin vient finir de nous mettre la tête sous l'eau? Eh bien, c'est ce qui va perdurer un peu tant que les États-Unis n'auront pas pris une décision. Je sais qu'il y a le FOMC et tout ça, peut-être aujourd'hui ou demain. J'ai pas regardé le calendrier économique puisque j'étais moi-même pas disponible ces derniers jours. Donc j'essaie de vous apporter aussi un peu de ressenti en plus des quelques infos qui ont été dispensées tout à l'heure. On avait le SP500 à 5035 points qui a rebondi lui aussi sur sa moyenne mobile 20 après l'avoir touché il y a 2 semaines à tout pile 4968. Donc un semblant de rebond, mais le MACD a bien croisé et je pense que ça sera pas du luxe de venir chercher les 4800 points par la suite. Là aussi le SP500 c'est assez simple, on en a discuté plusieurs fois. Le soft landing ça se passe entre 4008 et au max 4006, 4650. Le hard landing c'est un retour à 4003 voire à la moyenne mobile 200 à 4002. Ça fait des amplitudes qui sont conséquentes pour le SP500, mais c'est clairement pas la mer à boire pour nous qui sommes habitués à beaucoup plus de volatilité au niveau du marché crypto. Ether donc qui représente une bonne partie du crypto total 2 est également autour du 0,382, 2870 $ pour Ether, il est à 3000 ce matin, il a touché sa moyenne mobile 20, là aussi ça se passe plutôt pas mal. On voit que les amplitudes sont déjà plus importantes que celles au niveau du BTC. Derrière, ce qu'il faudrait là, ça serait que Ether se réveille, qu'il y ait un semblant d'espoir quant à l'approbation en mai, chose qui n'a pas l'air d'être du tout le cas, et ce qui permettrait de relancer un petit peu du côté des alts, puisqu'on avait vu récemment sur News, je crois il y a 48-72 heures, Ether qui s'était mis à pousser en emportant avec lui les Lido, Arbitrum, Optimism, etc. Malheureusement, ça n'a absolument pas duré derrière puisqu'on est repassé de 3300 à immédiatement 2900. Donc on se fait malmener à nouveau du côté des altcoins, mais on n'est pas encore au bout de nos peines si Bitcoin n'avait pas fini son propre mouvement. Le gold qui continue également sa purge, donc plutôt positif pour ceux qui voudraient rentrer sur le gold par la suite. On avait un top à 2430 $ l'once, on est à 2287 et un simple retour à la moyenne mobile 20, c'est un retour à 2150, sachant que le support est à 2060-2070. On a des oscillateurs qui commencent tout juste à baisser, donc on pourrait tout à fait revenir entre 2170 et 2150. MicroStrategy qui se fait laminer au niveau des actions, donc à voir ce que ça pourrait donner ensuite, mais on avait un top local à 2000 $ pour MSTR et il est de retour à 1065, donc vous voyez que au niveau action pure et dure, ça pique un peu. On avait la mèche d'ATH, l'ancienne, qui était à 1300 et on a une moyenne mobile 20 qui est désormais à 1000 $ quasiment alignée. Et sachant que la zone de sortie du grand range pour MicroStrategy est à 450 $ où nous attendent moyenne mobile 200 et moyenne mobile 100. Après, c'est complètement fou de voir des actifs comme ça retracer la quasi-intégralité de tout ce qu'ils ont proposé au cours de 2024, mais on voit aussi à quel point parfois la spéculation peut perdre complètement les pédales avec des volumes qui là aussi étaient complètement indécents. Toujours du côté des actions américaines, on a Coinbase qui est autour de 204 $ pour une moyenne mobile 20 hebdo qui est à 194-195. On est sur le gros du support, donc là aussi ça se passe plutôt pas mal. Attention toutefois, si on perd cette moyenne mobile et qu'on repasse en hebdo sous les 185-186, ça pourrait se gâter un peu plus, donc à surveiller pour Coinbase. On va quand même se mettre un petit Fibo de l'intégralité du mouvement pour voir où nous en sommes, et nous sommes en direction donc du 0,382 qui est lui-même aligné avec les 187-188 $, donc zone de réaccumulation logique peut-être pour Coinbase, mais super dépendant effectivement de ce qui se passe au niveau du marché crypto. Ceci étant dit, les prochains résultats trimestriels devraient être plutôt pas mal. Le DXY, le dollar américain qui continue de pousser, donc ça, tant que ça monte finalement, c'est un peu l'élastique inverse de ce qui pourrait nous donner du jus sur le marché crypto et le marché action. Donc un dollar fort avec effectivement des décisions fermes de la Fed qui peinent à venir, et malheureusement c'est un marché qui se réfugie tout simplement en mode home run directement sur son
$. C'est assez symbolique ce qui est en train de se passer. On a la Bitcoin dominance qui tient la petite contraction, ça continue, donc ça lâche toujours pas beaucoup de lest. 54,79 pour pas dire 55%. Ça aussi, tant que c'est cloisonné, voilà, on va dire entre les 52 et 55-57. Malheureusement, c'est Bitcoin qui continue de faire la pluie et le beau temps. Et pour l'instant, on l'a vu, tant qu'il n'y aura pas plus de liquidité, malheureusement, les altcoins, ça va être le jeu des chaises musicales, à celui qui tire un peu plus la couverture, arrive à en sortir quelque chose, et ensuite on passe au suivant, etc. C'est une façon de faire qui, pour les traders court-termistes expérimentés, peut être intéressante, tandis que pour le reste des participants au marché et des investisseurs, c'est extrêmement désagréable. Je regardais au niveau de ma liste, notamment ceux qui sont légèrement dans le positif, et je vois qu'on a le VIX de nouveau qui reprend quelques pourcents, donc peut-être un mouvement à venir supplémentaire du côté des États-Unis, mais c'était surtout quand on regarde les Polkadot contre Bitcoin et bon nombre d'autres contre BTC, on voit à quel point on est dégradé. Quand on regarde contre le dollar, par exemple pour Polkadot en particulier, puisque ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur la chaîne, on est malgré tout dans une zone de réaccumulation d'aplats qui pourrait donner quelque chose d'un point de vue chartiste plus tard, quand on voit les amplitudes qu'on a eues notamment en 2021. La question qu'on doit tous se poser là en 2024, c'est est-ce que Polkadot, est-ce que Avalanche, est-ce que IGLD, est-ce que Solana, est-ce que tous les autres vont pouvoir nous proposer, alors Solana c'est peut-être un peu l'exception qui confirme la règle, mais quelque chose du type de ce qu'on a connu en 2021, j'ai la sensation désormais que les dossiers vont être triés sur le volet jusqu'à ce que peut-être un jour on ait cet excès de liquidité qui revienne au marché crypto pour nous faire pump à peu près tout et n'importe quoi. En tout cas pour l'instant, pour 2024 et même depuis l'automne 2023, ça n'est pas le cas. On a eu voilà, un micro rattrapage du côté des alts, mais quand on regarde face à Bitcoin, on a même perdu des supports historiques. Je veux dire, au niveau de Polkadot, quand bien même on est en train de poser les choses ici, que le RSI est plutôt pas dégueu, le stochastique, etc., on est en train vraiment de casser la volatilité au maximum du maximum, donc peut-être que ça en fait des points d'entrée. Pas sur Polkadot en particulier parce que je suis en train d'en parler, mais sur des actifs que vous auriez repérés qui auraient sensiblement le même genre de pattern. On est un peu au bout du rouleau. En gros, soit ça se retourne après au bout d'un moment, soit le truc il est en train complètement de crever. Donc il y a une asymétrie du risque qui peut, entre guillemets, s'entendre à ce niveau-là, plutôt que d'aller spéculer systématiquement sur des shitcoins du top 50 000. En tout cas, je suis curieux et dubitatif de voir comment ça se passera sur ce cycle, puisque pour l'instant, quand on regarde les alts face au BTC, c'est très compliqué. Je me souviens la dernière fois, je crois qu'on avait passé AAV face au BTC. Pareil, ça cherche du pétrole en continu. Donc finalement, le play, le move sur ce cycle, sur ces premiers trimestres de remontada, c'était de n'avoir quasi exclusivement que du BTC ou d'être bien positionné sur certains bons chevaux qu'on aurait sélectionnés en amont, notamment Solana pour ceux qui y croyaient quand plus personne n'y croyait. Mais voilà, on reste sur des choses qui sont relativement anecdotiques et c'est vrai que c'est à se demander si nous aurons une véritable alt season comme on l'a connu sur les cycles précédents ou si l'argent tout simplement et par manque de liquidité est en train de faire des choix, de devenir un peu plus intelligent et bien que on le voit les mêmes coins cumulent à eux tous des dizaines de milliards donc c'est pas toujours le plus intelligent qui gagne malgré tout et il faut aussi prendre en considération que les mêmes coins font partie intégrante désormais du marché crypto et peuvent être le marchepied, l'accession en première instance pour les participants qui découvrent aussi les cryptos et la blockchain pour leur permettre derrière de découvrir un monde beaucoup plus fast et vertueux. Je vous souhaite une excellente journée. Désolé pour cette émission qui était un peu plus longue qu'à l'accoutumée, mais ça faisait une semaine, donc il y avait besoin de débriefer tout ça. J'espère que vous n'êtes pas trop inquiets par rapport à vos portefeuilles, etc., notamment pour ceux qui sont uniquement du côté des altcoins. Mais c'est vrai qu'on a un marché qui est en pleine mutation, qui également a une régulation qui se veut de plus en plus dure à son encontre, et derrière en ayant également des phénomènes macro-géopolitiques et de liquidité d'un point de vue financier qui jouent contre nous à court terme. Donc forcément, on n'a pas toutes les étoiles qui sont totalement alignées en notre faveur. Très bonne journée et à ce week-end. Ciao, ciao.